On va donc recommencer. Alors, je vais partager mon écran. C'est parti. Donc, on va continuer de voir un petit peu les différents types de choses qu'on peut faire pour pouvoir piloter le téléphone, avoir des affichages particuliers, et ainsi de suite. On va d'abord revenir sur les gestures. On avait vu ce matin. Donc, j'ai pas très bien compris en fait parce que j'ai refait une démo et ça a fonctionné. Donc, on va le refaire en direct. Comme ça va être encore mieux. Donc, je vais partir d'une application. Allez, on va partir d'une application vide. Comme ça, on va le faire de A à Z. Ok. On a dit qu'on allait utiliser un tab control. Voilà, pardon, je cherchais. Ok. Donc j'ai mon composant tab control qui est là. Ok. On va le mettre en aligne AL client. Ok. Je vais cliquer avec le bouton droit, éditeur d'éléments. Je vais rajouter 1, 2, 3 par exemple. Allez, ça n'a pas d'importance. Ok, on peut laisser les tables comme ça on va pouvoir passer d'un onglet à un autre facilement. On va se mettre un label juste en haut, histoire de dire, hop, on va mettre la propriété texte aligne center, voilà. Et en texte, on va mettre onglet 1. Voilà, on va copier ça. Sur le 2, on va mettre la même chose, mais sauf qu'en texte, on va mettre onglet 2. Et sur le 3, pareil, on va le copier, mais on va mettre onglet 3. Ok, donc là, quand je passe onglet 2, onglet 3, ok. C'est parfait, donc j'ai bien un tab control avec différents onglets. D'accord. On va donc rajouter ensuite un composant action list et on va rajouter un gesture manager. Ok, sur le tab item 1, on va aller sur la propriété touch. Je vais rattacher ça au gesture manager. Ok. Je vais mettre right. Non, left, pardon. Si on va si on fait left, on va aller sur l'onglet suivant. Je vais faire une action standard. Je vais prendre onglet change tab action. Et donc je vais l'appeler change tab onglet 1 vers 2. D'accord, on va la renommer là-dedans. Tab action onglet 1 vers 2. Ok. Ok. On va passer sur l'onglet 2, donc sur le tab item 2. Sur la propriété touch, pareil, gestion manager, on rattache notre gestion manager. Le mouvement right, left, pardon, d'abord. Nouvelle action standard, onglet
T-Change Tab Action. Ici, je la renomme, donc Tab Action, onglet 2 vers 3. Ok. Pareil, sur le tab item 2, on va également mettre le mouvement right pour pouvoir revenir dans l'autre sens. Pareil, on crée une action standard, onglet T-Change Tab Action, qu'on va appeler cette fois onglet 2 vers 1. D'accord, là c'est le mouvement pour pouvoir revenir vers de l'onglet 2 vers l'onglet 1. Et ensuite sur le tab item 3, donc on va se positionner ici sur le tab item 3, pareil, la propriété touch, gestion manager, on relie à notre gestion manager. Le mouvement left, on n'en met pas, parce que là on va pas sur un onglet suivant, on va mettre que le mouvement right. Nouvelle action standard, onglet T-Change Tab Action. Ok, donc là c'est onglet 3 vers 2. Ok, on va revenir sur chacune des actions. Donc ici, c'est l'action Change Tab Action, onglet 1 vers 2. Donc dans la propriété tab, on va mettre le tab item 2, d'accord, l'onglet 2. C'est l'onglet de destination qu'on met. Et en transition, on met TS Slide. Ok, Change Tab Action, onglet 2 vers 3. Donc dans le tab, on met tab item 3. Pareil dans transition, on met TS Slide. Change Tab Action, onglet 2 vers 1. 2 vers 1, donc tab item 1, ok, et TS Slide pour la transition. Et Change Tab Action, onglet 3 vers 2, donc on met tab item 2. Et pareil, TS Slide ici. Ok. Ça, gestion manager, normalement on est bon, hein, logiquement. Donc alors, je sais parce qu'il y a une personne qui pose la question par rapport au mouvement. On a mis, pardon, si je vais ici, que c'est le mouvement left qui permet de passer à l'onglet suivant. Hein. Mais fait, hein, si vous vous amusez à regarder votre téléphone, en fait, pourtant on aurait tendance à se dire c'est le mouvement right, mais si vous regardez votre téléphone, c'est bien quand vous faites ce mouvement-là que vous avez le suivant qui est derrière, l'onglet suivant qui est derrière qui apparaît. C'est comme ça. Hein. Après, si vous voulez le faire dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. De toute manière, vous mettez le mouvement que vous voulez. Quoi. Ok, on va exécuter. Je vais passer sur le Mac. Le simulateur va se lancer. Ok, ici je suis sur le tab item 1. Alors ça c'est fort. Alors, j'ai fait une démo en plus tout à l'heure où ça fonctionnait. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Alors dans le tab contrôle. Alors, revenons sur la démo qui était là, que j'ai fait, que j'ai réutilisé en fait, c'était celle-ci. Bon, maintenant sur la démo 9. Sur tab item.
Alors par contre je me pose la question, là si on le faisait, je vais juste le réexécuter, histoire d'en vérifier. Essayer de trouver, il y a une option, quelque chose, ou un paramétrage qui est pas bon, puisque là, ça fonctionne. Dans l'autre cas, ça fonctionne pas. Donc là, ça fonctionne bien. Par contre, je suis en train de me poser la question. La seule différence, c'est qu'au début, j'avais fait ça comme ça. Ça serait bizarre si c'est ça, mais pourquoi pas. Hop. Ça fonctionne aussi. Alors, qu'est-ce qui ferait que dans un cas ça marche et pas dans l'autre? Ah, il y a ça par contre qui a été... Non. Pourquoi ça? Ok, ça marche toujours, là. J'arrive à trouver quelle est l'option qui fait que ça marche dans un cas, ça marche pas dans l'autre, quoi. Ça fonctionne toujours. Alors ça, moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bizarre. Hop, pas ça que je voulais voir.
Ça alors. Donc non, il y a une personne là qui précise que c'était géré sur l'événement de gesture, mais non, ça a été... au début, j'avais fait le test en vérifiant sur l'événement de gesture, mais là, c'est plus géré sur l'événement de gesture. J'ai bien mon tab contrôle qui est ici, le tab item qui est là, sur lequel il y a le gestion manager a été rattaché, le mouvement left a été rattaché à mon action, sur le tab item 2, pareil, gestion manager, mouvement right, le change tab action. Et j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment. J'ai du mal à comprendre. Alors, ce qu'on peut faire par contre, c'est que du coup, on peut s'amuser à faire ici, dans l'événement on gesture. Voilà ce qui était fait de l'autre côté dans le cas de l'événement on gesture. Ok. C'est pour éviter de faire des actions. Là, on passait directement. Alors, on peut tester ça. Si on s'amuse, du coup, on va juste enlever sur les tab items. Déjà, vérifier si ça fonctionne bien. On va juste décocher ici. Hop, hop. Et hop. Oui, il y a un truc que je comprends pas, qui n'est pas déclenché, puisque si on fait... Alors par contre, oui, ici. Peut-être parce que... Ici, tab item 3, on va juste faire ça. Ok.
Et du coup, pardon, non, c'est ça que j'ai oublié, c'était ici. Tab item 3, tab item 2, on va le supprimer, et tab item 1, hop, on va le supprimer ici. Voilà. C'est fou en fait, hein, parce que... Si je reviens ici, pourtant... Ah, c'était ça que je voulais en vérifier de l'autre côté. Enfin là c'est bizarre parce qu'on n'y va pas. J'ai du mal à comprendre là pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Dans un sens, sur celle-là ça fonctionne et sur l'autre ça ne fonctionne pas. Est-ce que déjà, ici on va faire un show message, ok. Donc l'événement est bien déclenché. Alors pourquoi il change pas du coup? Alors, donc là on passe bien dans l'événement, on passe bien là. Est-ce qu'on passe là du coup? Message, ok.
Ok, est-ce qu'il reconnaît bien les mouvements, du coup? En fait, c'est les mouvements qu'il ne reconnaît pas, c'est bizarre. Je pense que c'est le même problème de l'autre côté, puisque quand on ne fait pas avec l'événement... Bon, on va laisser ça de côté, parce qu'on va pas passer 3 heures là-dessus, mais ouais, ça me chagrine. Pourquoi dans un cas il reconnaît le mouvement et pas dans l'autre? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Bref. Le principe serait ça, il faut arriver à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. On va continuer. On l'a dit tout à l'heure, si on regarde dans les démos qui sont fournies avec le RADstudio, donc je rappelle, on va ici RADstudio X4, exemple. Hop. On a ici une rubrique qui s'appelle iOS Code Snippets, dans lequel on a toute une série de démos et on va pouvoir voir justement comment faire du code qui pourrait utiliser les fonctionnalités du téléphone et autres. Donc on va voir comment ça fonctionne et comment assez simplement on peut faire différentes choses. Donc je vais ouvrir ça, on va commencer. Alors on va laisser de côté pour l'instant ce qui demande de se connecter vraiment à un téléphone, on le fera tout à l'heure. Et on va prendre les autres pour l'instant qui peuvent fonctionner avec le simulateur. On va prendre Custom Picker. Custom Picker, ça va me permettre tout simplement, ici j'ai une listbox, d'accord, avec différents items, avec en l'occurrence 2 items. Et dans cet item, j'ai une combo box. On va refermer ça, hop. Donc ici, c'est une listbox. D'accord, cette listbox. Alors, on a dans la listbox, on a créé 2 items, d'accord, pick un item et picked. La seule particularité, c'est qu'on a utilisé un style lookup qui est transparent listbox style, d'accord, ce qui permet d'avoir ce type de listbox avec les éléments bien séparés. Et dans le premier item, on a mis une combo box, d'accord, dans laquelle, dans cette combo box, on a tout simplement renseigné dans la propriété item, qui est ici, différents items, item 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Et l'avantage de ça, c'est que donc ça c'est une combo box classique FireMonkey, d'accord. Mais l'avantage de ça, c'est que quand on va utiliser cette combo box dans une application iOS, sur un iPhone, on va avoir très rapidement un écran, un type d'écran qu'on reconnaît. J'espère que le son marche bien parce que j'ai perdu le retour. Donc, voilà. Donc quand je clique sur mon item, je vais avoir tout simplement, d'accord, ce genre de composant qui va s'afficher, d'accord, sans que j'ai eu besoin de le paramétrer. Tout simplement, il m'a suffi de mettre une combo box, d'accord, de préciser les items de ma combo box et automatiquement, j'ai ce genre d'écran. J'ai plus qu'à choisir mon élément, à faire terminer et j'ai bien mon élément qui a été affiché dans ma combo box, d'accord. On a en même temps
mis dans l'événement onChange de la combo box, d'accord, de mettre à jour le texte du listbox item 6, d'accord, juste pour que ça s'affiche en dessous, ce qu'on a récupéré comme valeur. D'accord, donc il n'y a pas de chose particulière à faire au niveau de ma combo box, d'accord. J'ai juste besoin de préciser, de mettre ma combo box, tout simplement. J'ai une propriété qui est la propriété, où c'est qu'elle est, placement, qui va me permettre de définir comment vont être placés les éléments qui vont apparaître. D'accord, et automatiquement, je vais avoir donc ce genre d'éléments qu'on connaît bien sur un téléphone pour pouvoir en faire une sélection dans un champ à choix multiples. J'ai juste besoin de cliquer dessus et automatiquement j'ai bien mon élément qui est sélectionné. D'accord, donc là c'est simple d'utilisation. Ça c'est pour le custom picker. De la même manière, on a le date picker. Donc pareil, on a mis une listbox, d'accord, on a mis 2 items, et ici on a mis un T-calendar edit, d'accord, qui est un composant qui est ici, T-calendar edit, d'accord. Pardon, hop. Ok, donc il y a une propriété date dans laquelle je peux définir la date qui est sélectionnée, qui va me permettre de me renvoyer également la date que j'ai choisie. Et encore une fois, j'ai juste besoin de mettre ce composant simplement comme ça. Et quand je vais exécuter mon application, de la même manière qu'on avait tout à l'heure dans la combo box, on va avoir la même chose ici. Quand je sélectionne, voilà, j'ai tout simplement ce genre de composant qui va apparaître pour me permettre de sélectionner la date directement. D'accord, j'ai pas besoin de le paramétrer, de le programmer. Encore une fois, ça n'apparaîtra que dans le cas où on est sur iOS, bien sûr. Hein, c'est pas ça va pas apparaître comme ça sur une application FireMonkey classique sur Windows ou ce genre de choses. Hein, c'est réservé aux applications iOS. Mais encore une fois, juste à besoin de mettre l'élément et ensuite, okay, voilà. Et ensuite d'avoir l'élément qui s'affiche. Encore une fois, pareil, dans l'événement, on avait déclenché l'événement pour récupérer. Ok, donc on le voit encore une fois, hein, il y a plein d'informations, de composants spécifiques qui me permettent vraiment d'avoir le principe de fonctionnement de base de l'iPhone, de l'iPad directement. Ici, on a une démo pour récupérer les informations, en fait, comment ça s'appelle, les informations du téléphone, d'accord, directement. Et on va pouvoir tout simplement le faire grâce au type TUI Device. D'accord. Donc on a un type TUI Device avec le code .write, on fait un TUI Device.oclass.current device pour récupérer les informations du device courant. Donc ça c'est déclenché, hein. Pareil, on a mis une toolbar, un bouton, c'est déclenché sur le clic du bouton. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré, on a mis ça dans le device qui est un type UI Device. D'accord. On va pouvoir récupérer à partir de la variable device le niveau de batterie, d'accord, l'état de la batterie, je vais pouvoir récupérer le modèle, le nom, l'orientation, d'accord, il y a toute une série d'informations que je vais pouvoir récupérer directement. Donc ici, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère le nom, d'accord, qu'on met donc avec device.systemname, le numéro de version d'OS, ok. Le type de device, on va le récupérer avec user interface idiom. Et en fonction de si on a user interface idiom phone, ça sera un iPhone. Et si on a user interface idiom pad, ça sera dans ce cas-là un iPad, le périphérique sur lequel je suis. Donc si j'exécute cette application,
Je clique sur le bouton, j'ai bien mon device type, c'est bien un iPhone, l'OS c'est iPhone OS, ok, et je suis bien en version 6.1, je suis dans la dernière version d'Xcode, donc enfin d'OS pardon, et donc je suis dans la version 6.1. D'accord, donc assez simplement, encore une fois, avec le type TUI-device.write, un TUI-device.oclass.current-device, je vais pouvoir récupérer après le système name, le système version, et on a vu, il y a toute une série d'autres informations que je peux récupérer assez facilement. Le numéro de batterie, et ainsi de suite. Il faut juste pas oublier de rajouter dans les uses iOS API.uikit, d'accord, qui me permet de pointer justement vers les types TUI device et ainsi de suite. C'est que je voulais, hop. Ok, le gyroscope on va laisser tomber puisque c'est pour il faut un device, donc on le fera tout à l'heure. Horizontal scroll, bon, c'est juste pour montrer qu'on a des composants, et notamment un composant qui s'appelle T-Horizontal Scroll Box, d'accord. De la même manière, on a T-Vertical Scroll Box, d'accord. Et du coup, ça me permet d'avoir une scroll box dans laquelle j'ai mis, voilà, ici, il y a des images qui ont été mises. Il y en a une première qui est là. Comme on est sur une horizontale, on a mis d'autres composants par ici. D'accord, ça me permet tout simplement, ça c'est assez basique, mais ça peut avoir un intérêt certaines fois. Ok, d'avoir qu'est-ce qui se passe là? Donc de pouvoir me déplacer assez facilement, d'accord. Donc après, plus va être grande mon horizontal scrollbox, plus je vais pouvoir me déplacer. Simplement, donc avec mon doigt, hein, en appuyant et en me déplaçant, je vais pouvoir voilà, me déplacer, voir ce qui est à droite, ce qui est à gauche, et ainsi de suite. Donc j'ai la même chose en vertical scrollbox, hein, qui me permettrait de le faire, mais dans le sens vertical, bien entendu, d'accord. On a bien entendu, on a vu qu'on avait la scroll bar qui apparaît en bas. On a possibilité de la masquer hein, si on veut, si on ne souhaite pas avoir cette scroll bar. On a une propriété. Pardon, je ne suis pas sur le bon composant. Show scroll bar, voilà, qui est ici, donc que je peux mettre à false et du coup j'aurai pas la scroll bar qui apparaîtra. Hein, si je mets à false, j'ai pas la scroll bar, ce qui n'empêchera pas avec mon doigt de pouvoir me déplacer directement dans mon écran. La partie base de données, on verra après. Interactive gesture. Donc comme ça, c'est du multi-touch. On le verra quand on aura connecté un téléphone. Location. Donc location, c'est intéressant. On a tout simplement un composant qui est le composant T-Location Sensor. D'accord, qui va me permettre de déterminer où est-ce que je suis positionné en utilisant bien entendu les fonctionnalités de GPS du téléphone. D'accord. Alors quand je sélectionne le simulateur, il y a quand même une émulation qui est faite en cherchant via Internet où je suis positionné par rapport à mon adresse IP. Ok, donc comment ça fonctionne? Ici, bon, on a mis plusieurs fonctions, ça c'est pour avoir des détails, afficher la latitude, la longitude. Au passage, on voit qu'on a également un composant qui est intéressant, qui est souvent utilisé
quand on veut avoir des propriétés de valeur booléenne qu'on veut paramétrer, d'accord, qui est le T-switch. Le T-switch, il a tout simplement une propriété, où c'est que c'est... je vais y arriver, je vais le trouver. Each-Shekel, voilà, c'est ça que je cherchais. D'accord, pour définir est-ce que on est à true ou à false, fonction pour savoir si la valeur est à 0 ou est à 1. D'accord. Donc il me permet de définir si je suis sélectionné ou pas. Il y a bien entendu un événement, c'est sur l'événement onSwitch qu'on a mis le code, tout simplement, location sensor, d'accord, qui est mon composant ici, qui est mon composant location sensor, point active, il a une propriété active, d'accord, pour définir est-ce qu'il est actif ou pas. De point égal sLocation sensor active point each-shekel. Donc si c'est coché, si je suis 1 ici, automatiquement je vais mettre actif mon location sensor. Dès que je vais mettre actif mon location sensor, automatiquement il va déclencher à chaque changement de position, et donc la première fois également, l'événement onLocationChange. Et dans ce cas-là, on parlait tout à l'heure de pouvoir utiliser le web browser. Il y a quelqu'un qui avait posé cette question-là. Ben ici, justement, on a posé un composant web browser, d'accord, hein, on a mis les composants ici, puis on les a posés ici également, juste en dessous. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une URL, d'accord, ça c'est un string, d'accord, https://maps.google.com, maps, Q égale, ici on va mettre la latitude et ici la longitude, ou latitude, longitude, et on n'oublie pas le et output égale embed. Ensuite, on est dans l'événement dans location sensor location change. On va récupérer lb latitude.text, donc qui est, d'accord, les deux TLSbox system qui sont ici, est égal à latitude espace de point espace, et on récupère avec l'objet new location, la constante new location qui est ici. On a également all location, donc on saura faire la différence entre l'ancienne localisation et la nouvelle localisation. D'accord, new location, point latitude et la fonction toString, puisqu'on va la convertir en string. On fait la même chose avec la longitude. Et ensuite, on fait un web browser.navigate et simplement on formate notre chaîne de caractères pour remplacer les %s par latitude et longitude. D'accord, on récupère le Google Maps et on fait new location.latitude.toString et new location longitude.toString. Ok, quand j'exécute ça, je passe pas sur le Mac, on ne le verra pas. Ok, 2 petites minutes. Hop. Donc quand je suis sur le bouton T-Switch, je clique pour le mettre à on et automatiquement je vais avoir voilà, le web browser qui se lance, d'accord. Je suis bien sur Google Maps, j'ai les fonctions pour pouvoir réduire, augmenter le zoom. Ça c'est inclus directement dans le web browser, c'est Google Maps qui le crée directement. D'accord, et j'ai bien ma position, voilà, qui est une position bidon, hein, qui est générée directement. On est dans le simulateur. Ok, et donc j'ai bien récupéré les informations, ma latitude, ma longitude directement. Voilà. Je peux jouer également, j'ai des fonctions pour pouvoir jouer sur les distances et les paramètres. Ça c'est les paramètres que je vais pouvoir pour affiner pour la localisation.
D'accord, donc très simplement, le web browser, un navigate, une fonction navigate avec l'URL vers laquelle on va vouloir naviguer. Et pour le location sensor, le composant location sensor, sa propriété active à true et ensuite un événement onLocation change, d'accord, tout simplement, qui va me permettre de récupérer la latitude et la longitude. D'accord, j'ai la constante onLocation et newLocation. En passant, puisqu'on est sur cette démo, on se rend compte assez facilement que lorsque je prends cette démo, d'accord, ici, ok, quand je suis sur mon téléphone, dans cette orientation-là, il n'y a pas de problème. Si je m'amuse à faire une rotation à gauche, d'accord, on se rend compte que du coup, mon écran, il n'est pas fait, il n'est pas adapté, d'accord, pour pouvoir le voir dans ce sens de en paysage quelque part, hein, sur mon téléphone. De la même manière, si je m'amusais à changer, on va revenir à droite, ok, hop. Si je m'amusais à changer et mettre iPad par exemple, je pourrais passer sur mon iPad. Ici, je vais avoir, où c'est qu'il est, iOS Location, il est là. Ah oui, je n'ai pas dû enlever les propriétés, c'est ce que je voulais montrer justement. Alors, hop. D'accord, donc on pourrait vouloir et dire, ok, cette application, il y a des applications comme ça sur iPhone ou sur iPad, je veux qu'elle fonctionne que dans ce sens de l'écran, d'accord? Je veux pas que quand on fasse une rotation comme ça, l'écran tourne, tout simplement parce que mon application ne s'adapte pas à ce sens de rotation. Pour ça, si on regarde dans Projet Options, dans Application, je vais avoir Orientation. Par défaut, il n'y a rien qui est coché, donc ce qui veut dire que j'accepte dans mon application tous les types d'orientation qui existent. Enfin, il n'y en a pas 46 000, il y en a 4. Hein. Mais je pourrais cocher et dire, ben non, moi je veux que ça fonctionne qu'en mode portrait, donc dans ce sens-là, voire à 180 degrés, hein, c'est quand je tourne le téléphone à l'envers, d'accord, le bas vers le haut, et ainsi de suite. Par contre, je ne coche pas les modes paysage parce que je ne veux pas que ça fonctionne en mode paysage. Je fais OK. Si je réexécute mon application, on va activer, OK, j'ai mon web browser, j'ai ma localisation, d'accord. Je suis bien en mode portrait classique, donc là, jusque-là, pas de problème. Si je fais une rotation à gauche, mon téléphone tourne et on voit bien que mon écran reste aligné, comme c'était. Si je continue rotation à gauche, à cette fois, je suis dans l'autre sens, j'ai bien mon écran qui tourne, puisque j'ai dit que je veux avoir les deux modes portrait, hein, le normal et celui qui est inversé. Donc là, mon écran a bien tourné. Par contre, si je fais encore une rotation à gauche, mon écran ne bouge toujours pas. D'accord. Et si je fais encore une rotation à gauche, je vais revenir, et cette fois, il va revenir dans le sens normal. D'accord. Donc très simplement, en fait, juste en cochant dans Projet, Options, dans Orientation, je vais pouvoir définir quelles sont les orientations que je vais vouloir. Si je ne mets rien, encore une fois, toutes les orientations seront prises en compte. Il y a également autre chose qui est intéressant, c'est information de version. Donc, faire attention encore une fois à la cible, là, d'accord. Donc, on retrouve toute une série de paramètres, notamment les numéros de version, ainsi de suite, d'accord, la région, pas mal de choses. Et on a également ici une option qui est UI Device Family. Si je regarde, j'ai une combo box et j'ai différents choix. Je peux sélectionner iPhone et iPad. D'accord. Si je fais ça,
Mon application sur mon iPhone s'exécute correctement, d'accord. Si je vais ici dans matériel, dans mon simulateur, que je passe sur mon iPad, hop. Mon application s'exécute également correctement. On va juste, ouais, du coup, enfin, c'est juste l'écran de l'iPad est beaucoup plus haut que mon écran, donc du coup, je vois pas le haut, mais ça s'exécute également sur mon iPad, d'accord. Par contre, si jamais je reviens ici dans Projet, Options, dans les informations de version, je redescends ici, et ici, je ne sélectionne que iPhone, d'accord. Donc de la même manière, hein, je pourrais sélectionner que iPad si je veux faire une application qui sera spécifique pour iPad et pas pour iPhone. Je fais OK, je réexécute mon application. J'ai bien mon application qui fonctionne sur mon iPhone. Si je passe sur mon iPad, je relance mon application. Cette fois, je suis dans une application iPhone toujours et pas une application iPad, pardon. D'accord. Vous avez peut-être déjà été confronté à ça. Alors, c'est une application qu'on peut grossir en faisant x2, d'accord, mais ça reste une application iPhone. C'est exclusivement une application iPhone. D'accord, mais ceci dit, sur iPad, on peut exécuter une application iPhone, mais dans ce cas-là, elle ne prend pas tout l'écran comme une application iPad traditionnellement. D'accord, donc encore une fois, assez simplement, juste en allant dans les options du projet, on l'a vu, soit dans application et orientation, je vais pouvoir définir l'orientation, soit dans information de service, de version, pardon, et dans UI Device Family, je vais pouvoir définir quel type de device je vais supporter. OK. Ensuite, on a vu location, message alerte. Donc ça va me permettre tout simplement de voir comment on peut définir des messages d'alerte. Donc, un message d'alerte simple, alors on va exécuter déjà pour voir ce que ça donne. Donc ici, c'est un message d'alerte simple, d'accord, juste avec un OK. Et ici, c'est un message d'alerte tout simplement avec différents choix, oui, non, annulé, d'accord, non, par exemple. Et je vois bien que j'ai choisi non. OK. Pour faire ça très simplement, le message d'alerte simple, on s'en doute bien, c'est tout simplement un show message, d'accord. D'accord, un show message, un show message avec le texte tout simplement, comme on le fait dans Delphi, d'accord. Et pour avoir un message avec plusieurs boutons, ben, très simplement également un message DLG, d'accord, avec un texte, ici j'ai mis choose button, et ensuite je vais mettre les différents types de boutons que je vais utiliser, le type de boîte de dialogue que je vais avoir, de message, donc MT information, on se rappelle, on a alerte et ainsi de suite, et entre crochets tout simplement, mon bouton, je définis TMS, DLG, BTN, MBIS, MBNO, MB cancel, et très simplement, je vérifie la valeur de retour du message DLG avec MRIS, MRNO, MR cancel. D'accord? Donc simplement, en fait, comme je le faisais dans les applications Delphi traditionnelles. Les notifications,
comment ça fonctionne, et après on verra le code. Par contre, hop, on va changer, on est passé sur l'iPhone classique, parce que sinon il est trop grand. Ok, pour avoir une notification immédiate, ah oui, mais c'est les notifications, cela c'est iPhone, mais c'est les anciennes versions d'iPhone et il n'y avait pas les notifications dessus. C'est pour ça qu'ils sont passés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là. Il sera déjà un peu plus petit. Voilà. Alors, du coup, on va faire rotation à gauche. Voilà. Hop, ce sera plus simple. Donc, notification immédiate. Notification immédiate. Pardon. Ok, j'ai bien dans le centre de notification. Je vais me la refermer. Ici, iOS and cancel notification, Delphi for iOS is here, d'accord. Ça, on va l'effacer par exemple. Ok. Send schedule notification. Donc, je ne sais plus quel est le délai qui est défini, on va voir. Voilà. La notification n'est pas apparue tout de suite, d'accord. On va voir la différence en fait entre les deux. Ok, send cancel notification. On va laisser la notification. Et je peux canceller toutes les notifications, d'accord. Du coup, j'ai plus de notification ici. Et pareil sur les cancel, pour canceller les notifications paramétrées à certains, pour apparaître à partir d'un certain moment. Du coup, je vais vérifier, parce que je pensais que la notification apparaissait automatiquement. Peut-être c'est le... On va voir un peu... Elle apparaît ici aussi, donc c'est suffisamment récent aussi pour les notifications. Je pensais que le simulateur me l'ouvrait pour me le noter, mais pas forcément. C'est peut-être le paramétrage aussi qui n'est pas défini comme ça. Ok, donc on va voir comment on fait tout ça, assez simplement encore une fois. Donc je rappelle que dans FireMonkey, ça fait un petit moment maintenant, on a le type T-Platform Service qui me permet de savoir ce qui est supporté sur la plateforme sur laquelle je suis. Donc c'est important de faire ces tests-là de manière à vérifier est-ce que le type notification est supporté. Donc je vais faire un if tplatformservice.current support platform service et je vais tester si le service IFMX Notification Center est supporté. Si oui, notification de service est égal à tplatformservice.current.getPlatformService de IFMX Notification Center as IFMX Notification Center. Ok. Ensuite, je vais tout simplement travailler avec mon objet Notification Center, d'accord. Je vais créer une nouvelle notification, tNotification. Donc j'ai un type tNotification, d'accord. Je fais une notification est égal à tNotification.create. Je mets un nom à ma notification. Je mets un message d'alerte, d'accord. C'est le message que je vais avoir. Ok, on pourrait rajouter bien. Je dis par exemple. Ici, alors j'ai pris celle qui était paramétrée à une certaine date, d'accord. Tout simplement, j'ai une propriété FireDate. Je mets no plus 10 secondes en fait, hein, d'accord. Si je voulais, en fait, si je regarde la notification immédiate, tout simplement, je mets no,
D'accord? Donc dans ce cas-là, la notification apparaît tout de suite. Sinon, la notification apparaîtra à la date qui est paramétrée. Et ensuite, je fais tout simplement notification service.schedule notification en passant en paramètre la notification. Très simple. C'est la même chose là, simplement que le fire date, j'ai mis no et pas, de manière à ne pas la décaler dans le temps. Pour faire un cancel, toujours pareil. Alors, j'aurais mieux fait de faire une notification de service soit globale à l'application, hein, plutôt que de le répéter à chaque fois. Je vérifie si c'est supporté. Et je fais un cancel notification avec le nom de ma notification. Sinon, j'ai aussi un cancel all notification. Et dans ce cas-là, je cancel toutes les notifications qu'il y a. OK. Donc, quand j'exécute, hein, j'ai bien... Donc c'est tout simplement, hein, parce que le simulateur, là, il doit être défini sur iPhone 5 au lieu d'être sur iPhone. C'est pour ça qu'il me lance ça sur iPhone Retina. D'accord, c'est un schedule notification. Ça, c'était celle de tout à l'heure, c'était il y a 3 minutes. Voilà, j'ai bien ma notification. Bienvenue au dev du jeudi. D'accord? Donc très simplement, encore une fois, en utilisant les services, en vérifiant par contre dans tes plateformes services que c'est bien supporté par le device. On va juste finir avec ShareSheet. Sauf que, ouais, si. Ok, on va exécuter pour voir comment ça fonctionne. Après, on verra comment ça a été intégré. Ok, ici j'ai une image, d'accord. Quand je vais faire share, d'accord, ça n'a pas l'air de lui avoir plu. C'est bizarre. Donc on la testera, mais avec le device, parce que comme il y a possibilité de prendre une photo et de ça, on va la tester quand on va connecter le téléphone tout à l'heure. Ok, on va faire une petite pause pour le moment. On a vu, il nous reste à voir toutes celles où il y a qui vont utiliser un vrai téléphone, d'accord. Et on va voir justement comment on peut connecter un device et comment on peut le paramétrer, tout ça. Ok, je vais regarder si vous avez des questions. Apple accepte-t-il que sur son Apple Store, il y ait des applications avec transition qui ne respectent pas leurs standards? Pour moi, ce n'est pas tout à fait
la même transition que dans le système iOS. Oui, ça, c'est au sein de votre application. Vous dites que c'est pas la même chose que votre système iOS, parce que ça, c'est le défilement des icônes sur l'écran principal. Ça ne veut pas dire que ce défilement, vous devez forcément utiliser exactement le même dans vos applications. Après, il y a toute une série de règles à respecter, bien entendu, au niveau ergonomique et tout ça, mais il n'y a pas le fait que quand vous passez d'une fenêtre à une autre, il faut exactement que ça fonctionne. Je vois ce que vous voulez dire. Avec le doigt, hein, ça suit exactement si je relâche à tel endroit. Ceci dit, à coder, c'est pas non plus insurmontable. Les gestures, ça peut faire gagner du temps. Mais, pourquoi ne pas faire du debug pas à pas lorsqu'on exécute sur le simulateur? Ce matin, on a vu que ça marchait pas. J'ai pas testé. Ceci dit, comme on doit voir après qu'il y a des choses qu'on n'a pas installées non plus de l'autre côté, c'est peut-être lié à ça. On retestera après justement. Dans l'iPhone, on peut utiliser la gesture pour choisir un élément. Pour choisir un élément, je ne sais pas ce que vous voulez dire dans ce cas-là. C'est pareil avec Delphi. On peut utiliser la gesture pour choisir un élément. Je sais pas, je ne vois pas de quoi vous parlez exactement. À quoi sert le paramètre form factor, fichier application? Ah, dans une combo box, c'était pour la combo box. Donc oui, on peut faire des mouvements. Ça, c'est géré automatiquement, le composant qu'on a vu qui permet, bien entendu, on peut faire des mouvements haut ou bas directement. Ça, c'est géré automatiquement, il n'y a pas de problème. À quoi sert le paramètre form factor dans les propriétés d'une fiche? Donc en effet, si vous regardez, dans les propriétés d'une fenêtre, vous avez une propriété form factor dans laquelle vous pouvez préciser pour cette fenêtre en particulier, je veux que cette fenêtre ne soit valable que pour un iPhone, un iPad. Si je coche rien, ben c'est pour les deux. Et que j'autorise que le portrait, le paysage, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Donc voilà. Et dans ce cas-là, ça sera spécifique à cette fenêtre-là, en fait. Je veux dire que si je veux partager des fenêtres entre applications iPhone, iPad, mais il y en a certaines, elles sont que pour l'iPhone, d'autres que pour l'iPad. Certaines fenêtres ne vont pouvoir être utilisées que en portrait, en paysage. On avait vu, nous, comment le faire de manière générale pour l'application, un portrait paysage, mais on pourrait le faire fenêtre par fenêtre. C'est-à-dire que si cette fenêtre-là, je la mets que en portrait, lorsque je suis sur cette fenêtre, si je tourne le téléphone, même si sur l'application, j'ai autorisé toutes les orientations, cette fenêtre-là ne tournera pas, quoi. Donc c'est un degré plus fin que ce qu'on avait vu au niveau de l'application, en fait. On peut le faire fenêtre par fenêtre. Avez-vous un premier retour sur les mises à disposition dans l'App Store iOS réalisées sous Delphi X4 en termes d'acceptation de rejet? Donc encore une fois, il n'y a aucun rejet lié au fait que l'application est générée par Delphi X4. Hein. On génère bien une application native iOS, donc il n'y a pas de rejet par rapport à ça. Les rejets que vous pourriez avoir, c'est parce que vous n'avez pas respecté la charte ergonomique et graphique qu'impose iOS sur les applications. Donc je sais qu'il y a plusieurs clients qui ont commencé à travailler sur les applications iOS. Je sais que dans d'autres pays, il y en a qui ont commencé à déployer certaines choses sur l'Apple Store sans problème, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Très souvent, les rejets, encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le Delphi, hein, c'est les règles ergonomiques et graphiques qu'impose Apple sur les applications. Donc il y a des documents, on verra après où vous pourrez récupérer ces informations. On en parlera après tout à l'heure, justement. D'autres questions? Allez, on fait une petite pause et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Pause pipi, pause café, quelques minutes et puis on commence après.